passer au temps d'échange de cette fin de journée. Voilà, donc je vous propose, comme ce matin, de faire ça un peu en mode table ronde, pour laquelle, au niveau des auditeurs, vous pouvez utiliser toujours le questions et réponses pour intervenir, poser vos questions. Et effectivement, concernant le dernier point, je vois, on va essayer de se mettre effectivement en contact avec les utilisateurs de ce prototype. Pour ce qui était de la table ronde, voilà, donc on était parti peut-être sur le sujet de voir voilà, quelle technologie de localisation de nid pouvait être employée et dans quelles conditions, peut-être des associations encore à faire entre différentes technologies. Donc on avait à la fois Juliette et Lionel qui pouvaient… Rebonjour Juliette. Voilà. Voilà, Oui. pas mal de questions effectivement sur l'accessibilité des différentes technologies. Alors, par rapport à certains commentaires, je pense qu'on a encore beaucoup dans l'imaginaire collectif l'idée que aujourd'hui la technologie est un peu disponible d'un coup de clic, on va dire. C'est vrai qu'on a aussi dans l'idée, et je parle un peu d'expérience, parce qu'à une époque, on avait voulu utiliser la reconnaissance d'images pour faire la quantification de province sur des photos, par exemple. Et on s'est vite heurté à des freins, enfin des verrous au niveau des possibilités des technologies, déjà à l'époque. Et encore récemment, on a remis le sujet sur la table avec des labos et on se rend compte que ce n'est pas si simple. Voilà. Peut-être que sur le papier, ça paraît tout bête. Prendre une photo, faire de la reconnaissance automatique avec de la couleur et puis sortir un résultat. Voilà. Je crois que voilà, y a peut-être déjà cette idée que avec du matériel proposé sur Internet la plupart du temps, on a accès à la technologie, alors vrai ou faux. Et puis derrière, est-ce que effectivement on a, voilà, ce sont des méthodes que l'on peut envisager au niveau individuel. Voilà. Typiquement, pour l'avoir essayé avec Sophie, la radiotélémétrie, oui, c'est efficace, mais voilà, entre coût d'investissement, temps passé, est-ce que ce sont vraiment des solutions à envisager pour chacun ou plutôt dans le cadre d'une organisation? Si tu veux, je peux commenter, si tu veux. Oui. Alors, Alors, il y a une chose qui nous paraît importante, c'est que donc quand on regarde le nombre d'apiculteurs qu'il y a en France, mais donc globalement, c'est une petite communauté par rapport au monde de l'agriculture ou par rapport à d'autres domaines. Et forcément, pour pouvoir développer des solutions qui sont plus engageantes en termes d'investissement, parce que quand on est sur des solutions de reconnaissance faciale, comme vient d'évoquer Julien, ou de l'intelligence artificielle, on rentre dans des solutions qui nécessitent un investissement. Après, à l'usage, elles sont en général relativement économiques. Le travail qu'on fait sur la reconnaissance diagnostique de présence de nitrelon avec drone et caméra embarquée, en fait, il bénéficie des millions qui sont investis par le secteur automobile sur tout ce qui est imagerie qui permet de faire du pilotage automatique de voitures. Intrinsèquement, ça part des mêmes concepts. C'est reconnaître un objet qui est encombrant sur la route et donc pouvoir l'identifier et l'éviter. Donc, quand on est sur la reconnaissance visuelle ou thermique d'une forme en visuel, d'une chaleur, d'un écart de chaleur sur la partie thermique,
on est exactement dans l'usage de la recherche qui a été faite dans ce domaine. Par contre, donc, le développement spécifique sur le secteur nécessite quand même des investissements, et c'est ce qu'on fait. Après, l'usager, donc l'apiculteur, quand il est en risque, comme on est en risque sanitaire numéro 2, il faudrait qu'en termes d'interprofession, on puisse se pencher d'une façon plus active sur ces solutions parce qu'on est risque sanitaire numéro 1. On n'est pas risque sanitaire numéro 1. Et collectivement, je pense que les solutions, qu'elles soient de gestion de type télémétrie ou celles que nous, on promeut, suppose d'avoir une approche un peu collective, soit en association, soit en région, soit en département, pour que ce soit efficace. On a fait quelques échanges avec Juliette et Peter sur combiner des solutions et entre autres, par exemple, embarquer sur un drone le récepteur pour réduire les contraintes de la solution. Là aussi, si on veut travailler dessus, il faut mettre de l'argent. Nous, on n'a pas les moyens de le faire. On aurait bien aimé continuer à faire les tests qu'on a commencé avec Juliette. Mais là aussi, pour enlever la contrainte du passage de terrain d'une propriété à une autre, pour pouvoir suivre les zigzags et autres, il y a énormément d'intérêt à pouvoir droniser la solution de la télémétrie. Donc, on est sur des solutions qui ont des similitudes. Donc, simplement pour dire que les nouvelles solutions risquent de coûter un peu d'argent et il faut les mettre au bénéfice ensuite face aux bénéfices. Le bénéfice immédiat pour l'apiculteur, c'est effectivement épargner sa colonie. Le bénéfice collectif pour la collectivité, c'est protéger les pollinisateurs d'une façon générale et s'inscrire dans une démarche d'environnement propre. Alors, qui paye? Ben voilà, donc effectivement, on a cet aspect-là qui intervient. Mais il ne faut pas attendre que la collectivité, que les ministères décident de faire des choses pour se bouger. Nous, on se bouge parce qu'on a pensé on est convaincu sur un plan éthique et de démarche d'avenir qu'on doit faire notre contribution, on doit apporter notre contribution. Et que ce soit Raphaël, Isabelle ou Pascal ou moi, on est dans une démarche où on est en autofinancement, on a des limites, et c'est pour ça qu'on va chercher des financements complémentaires et qu'on doit limiter nos actions à des choses qui sont identifiées. Merci, Lionel. Juliette, ta réaction par rapport peut-être aux nombreuses demandes de références pour le matériel qui ne correspondent pas forcément à Ouais, aux alors du objectifs coup, d'achat, hein, mais voilà. niveau matériel, je comprends bien la question. C'est vrai que en tout, on va se retrouver aux alentours de 2 500 € pour avoir tout le kit complet, ce qui est peut-être pas à la portée d'un individu, mais si on se place à l'échelle d'une association apicole ou d'un groupement de gestion nuisible ou ce genre de choses, je pense que c'est quand même quelque chose qui est envisageable. Et encore, je vous ai donné la fourchette haute. Dans les commentaires en question-réponse, j'ai répondu un petit peu plus précisément. Il faut savoir que nous, on travaille avec du matériel peut-être un petit peu plus sophistiqué que ce qui peut être disponible sur le grand marché public en termes d'antennes, de receveurs, etc. Du coup, si on prend des receveurs qui vont être un petit peu plus bas de gamme et qui vont être adaptés pour une détection en fait, de fréquences qui vont être adaptées à la France uniquement, nous, on a des choses qui sont internationales qui permettent de capter tout un tas de signaux différents. Mais si on prend vraiment du matériel axé pour la France, etc., on peut encore vraiment réduire les prix. Donc, on va dire sur la fourchette basse, on va se retrouver aux alentours de 1 500 €, quelque chose comme ça, tout compris. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore un petit peu onéreux, mais on espère que du fait qu'il y aura plus d'utilisateurs, il y aura un peu plus de compétitivité en termes de matériel et de production de matériel entre les entreprises et on devrait avoir une diminution des coûts. Enfin, du moins, c'est ce qu'on espère. Et c'est ce qu'on observe déjà, parce que déjà maintenant, on commence à avoir des tags de plus en plus petits sur le marché. On a des nouvelles entreprises qui commencent à se mettre sur le marché. Donc voilà, c'est en bonne voie de ce point de vue-là. Et pour répondre à certains, nous, on a fait nos essais avec la technologie, avec du matériel low-tech, mais ensuite, voilà, il en utilise pas mal d'autres.
peut-être un peu plus abordable sur le marché. Très bien, merci. Ah oui, Alors puis une autre chose, ouais, hem, enfin, ça sera avec le manuel d'utilisation, mais suivant l'usage que vous voulez faire, le milieu dans lequel, vous voulez, traquer et cetera, vous pouvez aussi choisir des antennes qui vont vous coûter plus ou moins cher. Donc là aussi, vous pouvez réduire les coûts si vous êtes sûr d'être dans des milieux particuliers. Bon, tout ça, ça sera détaillé dans le manuel d'utilisation, qu'on est en train de vous développer. Voilà. d'accord, merci. Alors, pas mal aussi de retours sur le forum de discussion sur les coûts-bénéfices d'employer des technologies voilà, et on va dire leur durabilité. Alors, voilà, je me permets juste à chaque fois de bien recadrer ces interventions-là. On est dans l'après-midi, localiser les nids et les détruire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la localisation des nids est de premier ordre, alors à la fois pour les applications concrètes, parce qu'on peut intervenir sur des nids identifiés dans certaines conditions, mais je pense en particulier dans des milieux urbains ou sur des terrains, des propriétés voilà, où les personnes voient des nids. On peut prendre aussi le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le cas d'une protection de rucher, quand on voit qu'on a peu de solutions en termes de dispositifs opérationnels qui protègent réellement les ruchers. Et quand j'entends protéger les ruchers, je parle de baisser la pression de prédation quand elle est trop forte. Voilà. Oui, il n'y a malheureusement que la destruction des nids, si je ne me trompe pas, qui permet d'obtenir ce résultat. Et donc, pour les détruire, il faut bien entendu les trouver. Voilà. Donc, oui, bien entendu, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser autour du développement de méthodes et de leur application, et c'est tout à fait pertinent et tout à fait légitime. Voilà, aujourd'hui, on fait quand même face à pas mal d'impasses que l'on essaye de lever de manière générale. Et là, sur la localisation des nids, on a la chance de pouvoir vous présenter des personnes voilà, qui ont une connaissance assez large des sujets. Voilà. Donc, effectivement, tout ce qui va être… alors, on a parlé ce matin de protection des ruchers, de dispositifs de protection des ruchers. Ça me permet de rappeler aussi dans le programme que demain matin, on va reparler plus spécifiquement de piéger les frelons et dans l'après-midi de surveiller le territoire et aussi de politique de lutte plus globale. Donc, voilà, pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous laisse continuer à poser des questions sur la localisation des nids et sur leur défense. Sophie, peut-être as-tu d'autres points? Est-ce que je peux réagir sur certains commentaires qui ont été faits parce que je n'ai pas eu le temps de tout répondre par écrit. Je peux le faire là ou pas? C'est bon? Oui? Oui, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Oui, je vois des commentaires sur l'intérêt de la solution embarquée sur drone par rapport à d'autres choses et qui précisent que c'est, on va dire, énergivore pour la planète sur un certain nombre de composants. Ça, c'est une vision possible, mais le simple fait de pouvoir faire des grandes surfaces avec une technologie hyper moderne qui va très vite fait économiser beaucoup de temps et de moyens si on a le même objectif. Et le sujet qui est évoqué, en fait, il est un petit peu contradictoire, mais la solution drone est une solution économique pour traiter le sujet que vient d'évoquer Julien, qui est de trouver le nid. Donc ça, c'est un petit commentaire. J'avais un autre point qui était posé, qui posait la question sur la pertinence du temps de vol et les problèmes qui sont liés aux contraintes, je dirais, de l'aspect drone. C'est un peu la même chose. La surface couverte en quelques minutes est énorme et l'aspect réglementaire et autorisation qui était évoqué par Denis, je crois, rentre dans les processus standards connus et pour lesquels il y a des réglementations qui sont présentes et qui sont faciles à utiliser à partir du moment où on est rentré dans les règles. Mais effectivement, il faut que ce soit fait par
des dits professionnels, puisqu'il y a une réglementation aérienne qui intervient. Et donc, une association d'apiculteurs peut s'équiper d'un drone, mais il faudra qu'il y ait au moins un télépilote qui soit en mesure de s'en occuper, ou faire appel à des gens qui sont en capacité de le faire. Voilà, donc c'était pour faire des petits commentaires là-dessus. Je crois qu'il y en avait encore un autre. C'était un lien avec oui, une question sur il faudrait pouvoir, à partir de quand est-ce qu'on pourrait faire ça sur le territoire complet français? Alors, donc, non, ça, ce ne sera pas possible en un seul coup par méthode, je dirais, satellite, dans la mesure où on a besoin d'une proximité de capture de l'information et qui se mesure à, on va dire, 30 mètres de l'objet ou 40 mètres de l'objet, puisqu'on rentre dans les problèmes de définition photographique, où il nous faut au moins un pixel qui est identifié, qui est différent du pixel suivant, pour qu'on puisse, je dirais, identifier des choses. Donc, espérer faire des vols globaux de ce type-là, ce ne sera pas possible. Ça va forcément rester local et ça ne présente pas forcément d'intérêt d'être très global, puisque l'idée là est de plutôt opérer en proximité des zones dangereuses, enfin contaminées, et comme ça agir très précisément en appui de la lutte piégeage qui peut être faite en front de rucher et en complément des autres techniques en fait. Hein, voilà. Il y a quelqu'un qui avait posé une question dans le chat au sujet du GPS. Et du coup, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a personne qui travaille dessus. Il y a eu des choses qui ont été faites avant, mais on n'a pas vraiment eu de résultats là-dessus. Mais il faut bien se dire que ça serait sur des technologies qui seraient très proches de ce qu'on a actuellement en télémétrie, parce qu'il faudrait quand même avoir une émission, une batterie qui serait connectée à la puce pour pouvoir avoir un signal qui soit émis et détecté par les GPS. Donc on en reviendrait au poids principal qui est problématique dans les technologies de tag, qui est la batterie et sa durée de vie. Voilà, petite remarque. Moi, je voulais juste, on me dit que Éric Darouzet souhaiterait prendre la parole. Il a levé la main, donc je peux lui donner la parole. Voilà, permettre de parler. Éric. Oui. C'est bon. Ça marche? C'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Désolé, je voulais prendre la parole pour répondre tout à l'heure lors de l'intervention de Laurence. Alors, il y a eu pas mal de questions sur la question de la destruction des nids par voie thermique. On a parlé de Polynis. Alors, pour information, Polynis travaille sur cette question depuis plusieurs années, mais on n'a aucune donnée en termes de retour sur l'efficacité et ce qu'ils ont développé comme type d'appareillage. Moi, j'ai eu quelques retours en voie off qui n'étaient pas très positifs, mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où ils en sont. Alors nous, on a eu une approche, on va dire, plus scientifique, ce qu'a présenté Laurence. On a mené, avec un financement du département de la Manche en 2019, une étude pour cadrer le système thermique dont on avait besoin. Ce qui a été fait, on a publié ces résultats-là d'ailleurs. Et depuis quelques mois, donc on a commencé cette année, on a un nouveau projet de 2 ans qui va se terminer en fin 2022, où on a un financement qui a permis de financer donc 2 ingénieurs qui travaillent sur cette question-là, dont Laurence notamment. Et on est en partenariat avec 2 entreprises. Donc une entreprise qui fabrique des dispositifs thermiques. Donc au moins on a le sérieux et le professionnalisme de ces gens qui nous permettent de nous fournir du matériel qui répondent à nos besoins. Et on a une deuxième entreprise qui est, je ne sais pas si je peux les nommer, c'est Concept pour l'appareillage thermique et Dialux pour la commercialisation. L'idée étant de commercialiser en 2023 un prototype ou plusieurs dispositifs thermiques pour détruire les nids. Donc là, on est en train de tester, d'optimiser l'appareillage pour avoir un dispositif opérationnel sur le terrain. Et on va travailler également sur le protocole de destruction, à savoir si on doit intervenir de jour ou de nuit, par exemple. C'était les réponses que je voulais apporter aux questions qui avaient été posées tout à l'heure. Très bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, simplement peut-être rappeler que, bien entendu, ce qui est présenté là n'est pas uniquement les solutions incontournables. Ce sont des solutions
Dans des situations où on est face à des freins, il n'empêche, je répondais tout à l'heure à un commentaire sur des nids primaires faciles d'accès. Voilà, quand on a bien entendu localisé un nid facilement accessible, parfois il est tout aussi simple d'attendre la nuit, de l'ensacher pour le décrocher et le mettre au congélateur. Hein. Et on n'est pas obligé d'utiliser un bazooka pour dégommer un moustique. Mais parfois, voilà, le moustique est relativement blindé, donc il faut un peu lourd. Voilà. Donc, alors, là, je vois une dernière question posée sur le question et réponse. La terre de diatomée. Alors, sur la destruction des nids, est-ce qu'on a des références sur un peu de terre de diatomée? Puisqu'on est dans les solutions simples et naturelles. Personnellement, je sais qu'il y a certains apiculteurs qui utilisent ça dans la zone Bouliac, La Traîne, etc., à côté de Bordeaux, dans notre zone, mais on n'a jamais utilisé ça, nous, au laboratoire, donc j'ai aucune référence scientifique là-dessus. Désolée. Alors, pour les produits chimiques qui existent aujourd'hui, il y en a plusieurs qui contiennent de la diatomée en complément pour engluer, je dirais, globalement les frelons, mais je ne connais pas, moi, d'expérience de diatomée en tant que produit unique serait efficace et reconnu comme, je dirais, destructeur à 100% du nid des frelons et ou larves présentes. Oui, là-dessus, je peux intervenir en disant que les larves, en général, ne sont pas mortes après une intervention à la diatomée. Parce que moi, j'ai travaillé sur des larves vivantes issues d'une destruction de nids avec de la diatomée. Mais ensuite, ça dépend comment c'est fait, dans quelles conditions, etc., bien sûr. Mais en tout cas, dans ce cas-là, ça n'avait pas été très efficace. Oui. Alors, une autre question à propos de l'emploi du froid. Proposant l'utilisation d'azote liquide. Alors effectivement, l'utilisation du froid peut être aussi envisagée. Bon, peut-être pas avec de l'azote liquide qui nécessite des conditions spécifiques de transport et de manipulation. Voilà, ça reste quand même un produit sensible, hein, même si c'est uniquement au niveau physique, mais voilà, le contact avec de l'azote liquide peut faire très mal. Par contre, concernant le froid, je sais qu'il y a eu des expérimentations avec du gaz détendu. Donc, la différence de pression lorsqu'un gaz est libéré peut créer du froid. Voilà. Donc, je connais des expérimentations là-dessus. Je n'ai pas encore eu de confirmation, de validation d'expérimentation de terrain. Voilà, peut-être qu'autour de la table, certains d'entre vous ont plus d'infos. Non, moi, je n'ai pas d'expérience. Mais voilà, c'est aussi l'illustration que de la recherche et de l'innovation, il y en a un peu dans tous les sens, et c'est très bien, c'est comme ça que ça avance, hein, bien entendu. Mais que tout n'aboutit pas forcément. Des bonnes idées, c'est déjà bien d'avoir des bonnes idées, après, ça peut être aussi très compliqué d'arriver à les mettre en œuvre et les appliquer. Il y a une question dans le chat qui demandait à quand le manuel d'utilisation pour la télémétrie. Ça sera courant l'année prochaine. Le projet auquel c'est relié se finit fin 2022 et normalement, on devrait pouvoir produire le manuel et les vidéos de formation milieu d'année prochaine. Quelque chose comme ça. Et pour en revenir sur les formations aussi, désolée, il y a plusieurs personnes qui ont demandé si c'était obligatoire d'avoir une formation, etc., pour pouvoir utiliser ce matériel-là. C'est du matériel qui est utilisé par énormément de personnes déjà actuellement. Donc, trouver des gens pour vous montrer comment fonctionne
du matériel de télémétrie, c'est plutôt simple. Il suffit de vous rapprocher des LPO dans vos régions ou de groupements d'observation de la faune sauvage ou ce genre de choses. Ils sont tous déjà équipés avec ce genre de matériel. À la limite, il y aurait même possibilité de pouvoir faire des collaborations entre instituts pour emprunter du matériel de tracking. Vous auriez juste à investir dans des tags et pour pouvoir les utiliser de temps en temps. Nous, par exemple, pour pouvoir faire certaines expérimentations, on a fait appel à des collègues du CNRS de Chizé pour leur emprunter le matériel de télémétrie qu'ils utilisaient pour traquer des chevreuils, des busards et autres choses là-dessus. On a juste eu à investir dans nos tags et à les amener avec nous pour pouvoir utiliser le matériel. Donc, tout est compatible et interchangeable. L'équipe italienne avec laquelle on travaille, eux, par exemple, ils font du suivi de chauves-souris. Et du coup, c'est l'association qui fait le suivi de chauves-souris la nuit, qui leur prête le matériel le jour pour pouvoir traquer des frelons. Et donc, comme ça, ils optimisent un peu l'usage du matériel. Voilà. Oui, alors peut-être pour finir, il y a eu beaucoup de questions concernant l'emploi des perches, l'accessibilité des nids. Voilà, au moment de l'intervention de Lionel sur la technique de destruction par emploi de produits chimiques. Ça reste, je pense, un sujet qui peut être appliqué à beaucoup d'interventions sur les nids, puisque les perches sont un matériel aujourd'hui relativement démocratisé, hein, donc ils sont équipés pas mal d'organisations des insectiseurs. Et effectivement, on voit que certaines méthodes réutilisent ce matériel, comme on a vu, pour pouvoir être plus facilement utilisé. Alors, peut-être des éléments sur les hauteurs maximales pour être atteintes et des limites éventuelles. On a parlé, j'ai eu passer une question concernant un nid dans des cyprès. Je pense que le type d'arbre peut être plus facile pour une intervention par rapport à des arbres au feuillage et au branchage plus complexes. Est-ce que je me trompe? Quelqu'un aurait des retours d'expérience là-dessus? Sur la partie destruction, si on est par la perche, je pense que les limites aujourd'hui sont de l'ordre de à peu près 25-30 mètres, mais avec donc des problèmes de précision qui arrivent, hein, bien sûr, avec la flexibilité. Si on parle de la solution que nous, on est en train de travailler, le mât pneumatique que l'on prévoit, il va avoir 20 mètres pour des raisons non pas d'impossibilité d'aller plus haut, mais après 20 mètres, on a des aspects de stabilité et d'installation de l'atelier, hein, provisoire. Quand je parle d'atelier, c'est une machine, enfin un engin provisoire qui s'installe, qui suppose des élingages de mât et qui sont donc trop complexes. On va voir si la masse qu'on a prévue en haut du mât est inférieure à celle qu'on a imaginée, parce qu'on va travailler avec des matériaux composites. Chaque kilo gagné en haut du mât permet de remonter un peu en hauteur de mât télescopique, puisque à partir d'une certaine hauteur, il faut le stabiliser, et donc avec le poids. Donc aujourd'hui, on a 20-22 mètres. Le branchage que je n'ai pas évoqué tout à l'heure dans le projet, on a prévu, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à concevoir et que ça coûte cher en termes de premier prototype, on a prévu que le haut du mât serait équipé avec une mini-scie qui permettrait de couper les branches jusqu'à 6 à 8 cm pour pouvoir décrocher, descendre le nid. Donc, on peut s'affranchir de contraintes de branchage jusqu'à ce format-là. Donc, la technicité va être dans la fermeture des doigts qui va permettre d'encapsuler correctement le nid avant de l'emballer. Et donc, cette fonctionnalité-là, on l'a prévue pour qu'on puisse découper le nid de son support.
Et il y a la question, est-ce que ça détruit le nid? Est-ce qu'on l'écrase et autres? Normalement, quand on est en haut, on va, avec le système qu'on a prévu, on va en fait gonfler un ballon de baudruche, je dirais, et qui va faire que le trou que je vous ai montré tout à l'heure avec un bouchage mécanique avec un tissu se fait par un encapsulage d'un ballon gonflé et qui fait que l'ensemble est bouché. Et donc, il n'y a pas de départ possible d'individus. À la question d'Éric qui était posée tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on fait pour les individus qui vont encore arriver après, c'est exactement le même sujet que ce qui a été évoqué pour la vapeur. Est-ce qu'il faudra travailler seulement en début de jour, fin de jour ou en nuit? Ce sera le sujet qui sera commun, je dirais, à ce type d'exploitation. C'est comment fait-on quand on a une seule intervention pour ne pas avoir d'individus rescapés? C'est donc a priori en pleine nuit si on veut être vraiment efficace. Je sais que ça rappelle pas mal, ça répond à pas mal aussi de questions sur les interventions et les individus qui ne sont pas dans le nid au moment des interventions. oui. Alors, bien entendu, dès le début, il faut prendre en compte les recommandations, les bonnes pratiques voilà. d'intervention qui sont établies depuis un moment, qui sont d'intervenir quand les individus sont au nid. Alors, bien évidemment, la réponse de pas mal d'opérateurs consiste à la fois à l'incapacité de certains à accumuler les chantiers lorsqu'ils sont trop sollicités, ou simplement à ne pas à refuser de travailler de nuit. Alors, à savoir que ça a des conséquences. Voilà. Alors, on ne va pas épiloguer forcément sur ces aspects-là, mais ça a des conséquences à la fois sur les individus qui restent vivants et éventuellement parfois aussi les risques par rapport à des individus qui restent sur place sans nid à rallier. Objectivement, pour le constat que nous, on peut faire, on est en train là de discuter, on est sur un aspect recherche, et donc c'est normal qu'on cherche à avoir 100% du résultat, mais si les 200 ou 300 personnes qui sont au plus, qui sont à l'écoute, font un retour un peu sur expérience, objectivement, moi, je ne connais pas de désinsectiseur qui ne travaillent qu'au lever du jour et en tombée de la nuit, et qui reviennent une deuxième fois pour décrocher le nid s'ils le décrochent. Donc, on a une cible de bonne pratique qui est très exigeante et qui est normale, mais qui ne correspond même pas à la réalité. Et la réalité aujourd'hui fait qu'un désinsectiseur, il va prendre entre 90 et 150 euros ou 200 euros pour détruire un nid. S'il devait vraiment respecter les pratiques d'aujourd'hui, ce n'est pas ce prix-là qu'il pourrait pratiquer, parce que s'il est à 15 km de la destruction du nid, faire 2 allers-retours, il a bouffé 2 heures de temps, il ne le fera pas. Et donc, on compare des nouvelles solutions à un niveau de réalisation actuel qui n'est pas satisfaisant. Donc, c'est tout à fait normal qu'on cherche à comparer les solutions nouvelles par rapport à la bonne pratique, heureusement, mais il faut qu'on reste conscient que quand on parle des coûts et des solutions nouvelles que l'on regarde, il faut les remettre dans la perspective du niveau de pratique et du coût d'aujourd'hui, pour être objectif et pragmatique, en fait, dans la démarche. Est-ce que les autres participants peuvent confirmer qu'aujourd'hui, les bonnes pratiques, parce que ça serait un chantier intéressant, quel est le taux des bonnes pratiques mises en œuvre aujourd'hui en France par les gens qui payent et les désinsectiseurs? Je sais que certains départements, comme en Bretagne et en Normandie, ils mettent des exigences importantes au niveau des désinsectiseurs, et je ne sais pas comment ils vérifient derrière. Alors, au niveau de l'Institut, on avait mené une enquête auprès des désinsectiseurs il y a quelques années, lorsque le dioxyde de soufre avait eu une autorisation temporaire d'1 an sur les différentes pratiques de destruction, et entre autres, voilà, sur les périodes à laquelle ces interventions étaient faites, s'il y avait des retours après
48 ou 72 heures, comme c'est préconisé dans la note de service. Et on aura peut-être des éléments, mais qui sont de l'époque. Voilà. Peut-être y aurait-il une mise à jour à faire sur les résultats de cette étude. Alors, bien entendu, à l'époque, c'était pour avoir un retour des utilisateurs quant à l'efficacité du SO2. Aujourd'hui, la question n'est plus là, puisque même si on a vu que les utilisateurs étaient satisfaits, on bute toujours sur la problématique du portage de dossiers pour une AMM biocide. Voilà. Donc, on n'a malheureusement pas bougé depuis cette époque. Mais voilà, on sait bien aussi que selon les conditions et les attentes des demandeurs, effectivement, les interventions ne se font pas tout le temps dans le respect intégral des bonnes pratiques. Voilà. Du coup, je vous propose de terminer cette journée. Pour rappel, simplement que ces interventions sont enregistrées et que nous prévoyons un montage à la fois des moments forts ou des informations clés, mais aussi de pouvoir remettre à disposition pour les intervenants qui l'acceptent leur intervention, à la fois pour ceux d'entre vous qui avaient assisté, qui souhaiteraient pouvoir les revoir, mais aussi pour pas mal d'autres personnes qui nous ont contactés déplorant le fait qu'elles ne pourraient pas assister à ces journées. Donc voilà, à nouveau, ces interventions vous seront proposées le temps de pouvoir les monter et les mettre à disposition par un moyen ou par un autre, de façon à ce que tout le monde y ait accès. Je vous remercie à tous pour votre présence et je vous dis à demain. Demain matin, connexion à partir de 9h45 et début des débats à 10h. Voilà. Merci encore à tous. Merci. Bonne Merci fin de beaucoup. journée. Merci.